Salut tout le monde, donc bienvenue à Discutons DT1. C'est la plateforme en fait où c'est la place pour que les diabétiques de type 1 puissent s'exprimer par rapport à leur vie sur le diabète. Et je vous rappelle en fait que au niveau de l'AQDT1, on est toujours à la recherche de nouveaux participants. Et si vous voulez nous aider, question de promouvoir et question de faire en sorte que Discutons DT1, en fait, soit de plus en plus reconnu et soit vu là, par le maximum de personnes possible. On vous invite à ce moment-là à partager l'entrevue et sinon, à ce moment-là, vous pouvez simplement liker ou écrire un petit commentaire, en fait, par rapport à quelque chose qui vous a touché pendant l'entrevue ou que vous pouvez appliquer là, dans votre vie de tous les jours. Donc, c'est une façon simple de pouvoir nous supporter et de faire en sorte, en fait, que le projet continue de grossir. Donc, je suis avec mon invité. Je lui laisse la place. Donc, merci Pascal Lemieux d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté de faire partie du projet. Donc, question de bien commencer l'entrevue. Dis-nous qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu? Tout d'abord, je tiens à te remercier, Jonathan, pour l'invitation. Donc, je trouve ça vraiment cool, ces témoignages-là qu'on voit depuis déjà presque 2 mois. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, je m'appelle Pascal Lemieux et je suis diabétique de type 1 depuis avril 1983. Donc, j'ai fêté mon 40e anniversaire il n'y a pas longtemps. Et je suis présentement retraité et retraité entre guillemets parce que je travaille à aider d'autres diabétiques de type 1, donc par un peu du mentorat et j'ai une page Facebook qui parle d'alimentation faible en glucides. Puis je suis en train d'écrire un livre sur le sujet pour partager mon expérience avec d'autres diabétiques de type 1. Je suis aussi assez sportif, donc j'aime beaucoup le sport d'endurance, le marathon, vélo, ski de fond. Je suis vraiment passionné par le sport d'endurance. Nice, ben, merci d'avoir accepté de prendre quelques minutes de ton temps qui est précieux pour pouvoir faire l'entrevue. Ben, en fait, 1983, donc ça fait quelques années. Et ben, dis-nous, Pascal, ça a été quoi les symptômes ou qu'est-ce qui s'est passé en 83 pour que finalement tu découvres que tu étais diabétique de type 1? Donc, pour moi, ça a commencé, c'est que je perdais quand même pas mal de poids. J'avais perdu près de 30 livres en un mois et j'avais 11 ans à l'époque, donc c'était pas normal qu'un garçon de 11 ans fasse encore pipi au lit la nuit. Donc, mes parents étaient quand même inquiets. J'avais tout le temps soif, je urinais constamment, donc on est allé voir le médecin de famille, puis le diagnostic n'a pas tardé. J'avais du sucre dans mon urine. À l'époque, il ne faisait pas beaucoup de glycémie. Donc, j'ai été diagnostiqué avec le diabète de type 1. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, perte de poids impressionnante à un moment où c'est pas supposé. En fait, ça peut être un bon signe qu'il y a quelque chose à voir. Euh, Puis à ce moment-là, dis-moi, tu avais quel âge à l'époque, Pascal? J'avais 11 ans. 11 ans. Oui, excuse, tu viens de le dire. Oui. Euh, Puis dis-moi, à 11 ans, quand on apprend qu'on a le diabète de type 1 en 83, c'est pas super populaire encore, ou en tout cas, on n'entend pas beaucoup parler. Comment ça se passe dans la tête d'un petit gars de 11 ans? Ben, on connaît pas ça, donc tu sais, c'est cool, diabète de type 1, tu sais pas c'est quoi, c'est une nouvelle maladie, puis mes parents voulaient se faire rassurant, donc ma mère, inquiète-toi pas, ça va bien aller, tu vas juste aller faire un petit séjour à l'hôpital, puis donc à l'époque, j'avais pas beaucoup d'appréhension face à la maladie, c'est plus par après que les choses se sont gâtées. Donc, j'ai quand même eu une adolescence assez difficile avec mon diabète de type 1. Donc, à cause des craintes de l'hypoglycémie, je manquais beaucoup de mes cours d'activité physique. J'ai aussi, après, à l'âge de 14 ans, ça faisait 3 ans, là, on parle souvent de la charge mentale de la maladie. Donc, j'en pouvais déjà plus. J'avais déjà été hospitalisé peut-être 5 ou 6 fois pour acidocétose, diabète mal contrôlé. Donc, j'ai fait une fugue suicidaire à l'âge de 14 ans. Donc, ça a duré 2 mois. Ça a été très difficile pour mes parents. Puis, par la suite, ça s'est poursuivi vers 17 ans. J'ai eu un autre épisode de tentative de suicide. Je dois dire que je suis bien content de ça n'avait pas fonctionné, car je ne serais pas ici ce soir en train de compter
mon témoignage, mais ça a été très difficile. Donc, ça m'aide à comprendre pourquoi que la mission de la QDT1 elle me touche beaucoup au niveau de la charge mentale par rapport à la maladie. Fait que dans ton cas, de ce que je peux comprendre, étant donné tout ce que ça l'apportait comme charge, là, finalement, c'est ça. Pour toi, sur tes épaules, c'était beaucoup pour un petit gars de 11 14 ans. Puis à ce moment-là, c'était la façon là, que tu avais trouvée pour pouvoir régler la situation, régler le problème. Puis un peu comme tu as dit, heureusement, ça peut fonctionner. Donc, tu es là aujourd'hui pour nous en parler. Merci, merci de t'être ouvert et de nous avoir parlé de cet épisode-là qui est peut-être moins le fun pour toi, mais qui est quand même importante parce que ça peut arriver là aussi à d'autres personnes. J'ai Euh, pas, j'ai pas hésité à aller chercher de l'aide. Ça, je pense que c'est important de le mentionner parce que j'ai eu beaucoup d'aide de travailleurs sociaux, psychologues. Ça m'a aidé beaucoup à réussir, mais j'ai eu réussi aussi un épisode à la fin de la vingtaine par rapport à encore un autre épisode de dépression. Fait que ça revenait tout le temps. Donc, j'avais beaucoup de difficultés à contrôler mon diabète. Puis j'ai quand même eu plusieurs complications qui ont paru après une vingtaine d'années. Donc, j'ai eu une rétinopathie proliférante aux deux yeux qui ont nécessité 4 chirurgies au laser. J'avais des capsulites aux épaules. Donc, j'étais mécanicien industriel. Puis des fois, il fallait que je rentre dans des machines. Puis je restais pris. Je n'étais pas capable de me mobiliser pour sortir. Donc, il fallait que j'appelle des secours pour venir me sortir. Mes collègues me sortaient par les pieds des machines. J'avais les doigts ressauts, donc je n'étais plus capable de me servir de mes doigts. Donc, mes doigts le matin restaient coincés pendant plusieurs heures, puis c'était attribuable au diabète. J'avais également de la gastroparésie, que je n'étais pas au courant que j'avais ça, mais qui me faisait faire des hypoglycémies sévères après les repas. Puis on sait que guérir une hypoglycémie quand l'estomac est plein, c'est pas facile. Puis j'étais rendu obèse aussi, donc je pesais 210 livres. Donc, j'étais habité à la fin de la vingtaine par la peur de devenir aveugle à cause de mes complications aux yeux, puis j'avais peur de mourir prématurément. C'était assez difficile. Ben effectivement, puis on sait que les périodes d'hyperglycémie prolongées, ben c'est pas nécessairement favorable. Tu sais, dans ce que tu viens de dire, c'est super important, puis tu sais, faut en parler. Euh, les yeux, ben on s'entend, c'est fragile, puis à ce moment-là, ils peuvent être touchés là, par des périodes d'hyperglycémie prolongées. Capsulite aussi, par rapport au nerf, hein, on sent moins la douleur. Fait qu'à ce moment-là, quand la capsule est inflammée, là, je me touche parce que c'est dans ce coin-là. Mais quand c'est inflammé, nous, ça peut être plus long, en fait, avant qu'on le ressente par rapport, mettons, à quelqu'un qui vit pas ça ou qui ressent pas ça. Fait que c'est quand même super important, là, nos épaules, c'est des trucs là, à surveiller là, dans les affaires importantes. Puis, tu sais, les nerfs, là, tout ce que tu as dit par rapport aux doigts, par rapport à la digestion, puis tout ça, mais c'est tout relié aux nerfs, justement, puis aux influx électriques qui passent dans les nerfs. Fait que quand on est en hyper trop longtemps, ben, ça peut influencer tout ça, puis ben, provoquer là, des situations là, malheureuses là, comme tu as vécu. Mais à te voir aujourd'hui, on comprend que tu as sûrement. En fait, étant donné qui je vois devant moi là, à l'écran, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là puis aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait en sorte, en fait, que tout a changé pour toi, là, parce que tu as l'air en pleine forme, puis tu parlais de sport tout à l'heure, tu nous as nommé tout ce que tu faisais, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme j'ai dit tantôt, j'ai eu 2 vies avec le diabète, puis la deuxième vie est comme arrivée par surprise. Donc, à la fin de la trentaine, j'en venais pas large, puis j'avais jamais eu une hémoglobine glyquée en bas de 8% de ma vie. J'avais beaucoup d'hypoglycémie sévère. Puis c'était un matin de 2010, je me suis levé, j'avais eu une hypoglycémie sévère pendant la nuit. Il avait fallu que je me rende à 4 pattes au frigidaire pour essayer de ne pas mourir. Puis à ce moment-là, quand on a des grosses hippos, ben j'ai vidé le garde-manger. Puis là, je me suis levé le matin, ma glycémie devait être à 23. Puis là, j'en avais plein mon casse, la maladie. Là, j'étais tanné, puis j'ai dit là, ça suffit. Puis
J'étais vraiment pas content. Puis j'étais devant le miroir, je me suis regardé ce matin-là, puis je m'étais juré que le restant de ma vie, ça serait le meilleur de ma vie. Je n'avais pas de plan, je ne savais pas comment, mais j'ai dit, il fallait qu'on fasse quelque chose. C'est Einstein qui dit que c'est inutile de s'attendre à un résultat différent si on fait toujours la même chose. Ça risque de se répéter. Donc, j'ai décidé de commencer à m'entraîner. Donc, j'ai pris un entraîneur au gym, commencé la course à pied. J'ai même réussi un premier marathon. Mais malgré tout cela, j'avais quand même perdu 20 livres. J'étais plus en forme, mais au niveau de contrôle de ma glycémie, le sport, ça rendait ça encore plus difficile. Puis mon hémoglobine glyquée, elle a monté à 9,2. Fait que là, ça allait pas mieux. Puis mes doigts ressauts sont revenus. Fait que là, j'ai dit, faut que je trouve d'autres choses. Puis c'est vraiment le hasard. C'est en 2014. C'est un podcast pour les marathons. Puis c'est un monsieur qui mentionnait que le corps n'avait pas besoin de autant de glucides pour fonctionner, que le cerveau pouvait fonctionner quand même, même si on ne mangeait pas de glucides. Puis c'est un monsieur-là qui s'appelle Tim Noakes. Et il parlait d'un certain docteur Richard Bernstein de New York, un endocrinologue diabétique de type 1. Il disait qu'il y avait des glycémies non diabétiques ou très proches de celles des non diabétiques et qu'il avait renversé ses complications. Il y avait de l'insuffisance rénale de stade 3, qui avait réussi à renverser ça. Fait que là, wow, j'ai pesé sur pause, j'ai rebobiné le podcast une couple de fois, puis j'ai commandé le livre du docteur Bernstein. J'ai découvert que c'était un diabétique qui était rendu à l'âge d'à peu près 85 ans, puis qui était toujours en super forme, qui pratiquait encore la médecine, puis qui avait écrit un livre sur le diabète de type 1 et l'alimentation faible en glucides. Donc, j'ai commandé ce livre-là, puis j'ai été stupéfait quand j'ai lu ce livre-là. En même temps, j'étais stupéfait, puis j'étais en colère parce que c'est comment ça que j'ai jamais entendu parler de ça, puis ça existe depuis 1983, soit l'année de mon diagnostic. Donc, j'ai compris que si je jouais avec les deux plus importants facteurs qui affectent la glycémie, on s'entend que l'insuline, ça fait baisser beaucoup la glycémie, et que les glucides, ben, c'est ça qui fait monter le plus la glycémie. Fait que ce médecin-là, il a mis une approche, un protocole qui appelle la loi des petits nombres. Donc, si je prends des petites quantités de glucides, puis je me donne des petites doses d'insuline, ben, ça fait des petites erreurs faciles à corriger. Donc, c'est soit vers le haut, vers le bas. Je prends un peu de glucose, une petite correction d'insuline. Donc, ça m'a permis de débarquer de ce qu'on appelle les glycémies en montagne russe. On peut dire que quand c'est 24 heures sur 24, à un moment donné, on est comme moi en 2010, on en a plein son cap. Puis grâce à ça c'est en 2014, là, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai perdu 60 livres. Euh, j'ai parti de 120 unités d'insuline par jour. Aujourd'hui, je prends environ 30 unités d'insuline par jour. Et j'ai renversé ma rétinopathie. Ça a été vraiment mon ophtalmologiste, il n'en revenait pas. Ici, en fait, Pascal, c'est super intéressant. Merci de nous partager ton histoire. Pour ceux qui sont en train d'écouter présentement, on veut juste vous informer ou juste porter une attention que au niveau du traitement, faut vraiment faire attention. Il faut être accompagné en fait de notre équipe médicale si on voulait faire des nouveaux choix ou changer quoi que ce soit. Pour avoir lu le livre également, merci. C'est quelqu'un que tu connais que tu l'avais référé, qui me l'a référé aussi. Donc, à ce moment-là, oui, il faut juste faire attention par rapport à ça. Et les résultats peuvent être différents pour chaque personne, mais ce sont les tiens et moi, je trouve ça exceptionnel. C'est extraordinaire. Donc, tu disais que tu avais renversé la rétinopathie puis que, en fait, ça se passait bien pour toi. Je te laisse continuer. Oui, c'était un point super important de travailler avec l'équipe médicale avant de poursuivre. Moi, je dis tout à mon médecin, puis j'ai une super collaboration avec. Puis il m'a dit de rien changer à mon traitement, mais faut travailler avec l'équipe parce que les résultats peuvent être différents. Puis on peut avoir des conditions qui ne nous prêtent pas à commencer comme ça. Donc, si je continue, j'ai renversé ma rétinopathie en un an. Donc, ma rétinopathie, c'est sûr que les cicatrices du passé sont là, mais elle est passée du stade proliférante à inactive. Donc, moi, ça m'a enlevé un gros stress pour la suite des choses. Mes deux capsulites aux épaules ont disparu. Ça a pris quelques années. C'est pas instantané. Et aujourd'hui, j'ai un hémoglobine glyquée de 5,1 et j'ai très peu d'hypoglycémie parce qu'il n'y a pas de montagne russe. Donc, pour moi, ça fonctionne bien.
En passant, je n'ai pas de pompe à insuline, donc je fais ça avec des injections quotidiennes multiples. Donc, ça fonctionne bien avec les injections. Ça fonctionne très bien avec les pompes à insuline, comme on l'a vu avec Mario Brochu. Mais je dois amener un autre point aussi. Des fois, quand on se compare aux autres, puis là, on va être pareil comme les autres, mais moi, je n'ai pas commencé avec une hémoglobine glyquée à 5,1. Là. Ma première, ça a été 6,7. Avec mon médecin, on a mis une cible glycémique un petit peu plus haute pour éviter les hypoglycémies. Donc, c'est une approche de progression plutôt qu'une approche de perfection. On progresse dans le temps. Moi, ça m'a pris plusieurs années avec ma glyquée baisse en bas de 6. Ça baisse tranquillement. Donc, c'est des petits pas, des petits changements avec un support d'une équipe. Fait que je pourrais dire que j'utilise un peu le principe de Pareto, qui est, je prends le 20 des efforts qui me donne 80 des résultats. C'est ça que j'ai eu après. Ma première glyquée, c'était 6,7. Puis le 20 ben, ça fait 10 ans que je travaille dessus. Donc, c'est comme ça que j'ai progressé avec l'approche. Nice. Écoute, c'est vraiment inspirant. Merci de nous l'avoir partagé. Euh, Puis en fait, dis-moi, par rapport à tout ça, tu as parlé un peu au niveau de l'adolescence, ça a été plus difficile, puis au cours, tout ça. Mais dis-moi, par rapport au diabète, puis par rapport à toi, comment ça l'influence ta vie ou comment ça la modifie, mettons, par rapport au fait que tu l'es versus si tu ne l'étais pas, est-ce qu'il y aurait une différence ou est-ce que le diabète influence positivement, négativement? Qu'est-ce que ça fait pour toi? Dans ma première vie, ça m'affectait. J'étais un petit peu plus casanier. J'allais un petit peu moins à l'aventure. Toujours la crainte de l'hypoglycémie ou de faire des activités en groupe. Puis là, tu fais une hypoglycémie, puis là, tu gâches le plaisir des autres. Donc, c'était plus difficile et l'alimentation, la gestion, c'était difficile. Mais aujourd'hui, je dirais que des fois, j'oublie presque que je suis diabétique. C'est sûr qu'il faut que je m'injecte de l'insuline, mais j'ai moins de crainte par rapport à l'hypoglycémie, fait que ça me permet de m'adonner à beaucoup d'activités. Je suis plus en confiance dans mes décisions. Donc, c'est une maladie, un peu comme Sébastien Salzville dit souvent, mais c'est une maladie qui l'a rendu meilleur parce que ça l'a forcé à avoir des meilleures connaissances, ça l'a sorti de sa zone de confort, puis ça l'a permis de développer des habilités qui a peut-être puis réaliser des défis qu'il n'aurait peut-être pas fait s'il y avait le diabète de type 1. Donc, je pense que c'est important on peut dire qu'il y a beaucoup de personnes diabétiques de type 1 qui ont réalisé de grandes choses. Puis moi, ça m'a inspiré. J'étais moins inspiré dans ma première vie, mais dans ma deuxième vie, j'ai le goût de faire plein de défis que je n'aurais pas pensé que j'aurais pu faire avant, comme courir un ultra-marathon de 82 kilomètres en une journée. J'avais pris seulement 135 grammes de glucides. Puis j'ai fait le marathon d'Ottawa aussi en 2017. Ça m'a pris 25 grammes de glucides. J'aurais jamais cru à ça avant. J'aurais crié à la supercherie. Et c'était mon record personnel. Puis j'ai sprinté les 2 derniers kilomètres, donc je ne manquais pas d'énergie. Ça m'amène un peu à parler de flexibilité métabolique. C'est ça que l'alimentation faible en glucides m'a apporté. Avec des plus petites doses d'insuline, ben, j'ai accès à mes réserves en gras, en énergie. Il y a un gars mince comme moi, il y a 50 000 calories d'énergie de disponible, donc tu peux faire une coupe de marathon, mais c'est toujours la glycémie le boss. Donc, si j'ai besoin de prendre du glucose, si j'ai besoin de prendre 100 grammes pendant une activité, je le prends. Là, c'est pas le but, c'est pas de faire zéro glucide, c'est d'avoir du fun avec une glycémie qui varie le moins possible. C'est plus ça mon objectif. Je comprends. Puis c'est excellent, en fait, là, de voir ça comme ça. Puis dis-moi, Pascal, ben, t'en as déjà dit beaucoup, mais mettons, avec toute l'expérience que tu as acquise au fil du temps, avec les expériences que tu as faites sur toi aussi, là, parce que c'est un peu ça également. euh, Mettons qu'on retournait en 1983, au moment où tu avais 11 ans, et que c'était toi qui donnait le diagnostic, qu'est-ce que tu aurais aimé recevoir comme information que tu connais aujourd'hui qui t'aurait vraiment aidé à cette époque-là? Ben, moi, c'est sûr que c'est facile de dire la réponse maintenant, mais c'est le livre du docteur Bernstein, parce que c'est pour ça que j'étais fâché quand je l'avais lu, parce que je m'aurais sauvé des rétinopathies, des capsulites, des doigts ressauts, des hypoglycémies de vider le garde-manger. Fait que pour moi, ça aurait été, excuse-moi l'anglicisme, mais ça aurait été un game changer pour moi d'avoir ça au départ. Mais à cette époque-là, je n'avais pas cette information-là. Mais pour moi, c'est la seule réponse que j'ai à cette question.
Fait que c'est ce qui a changé ta vie, puis c'est un espèce de non négociable. Tout le monde devrait, tout le monde qui sont à mesure, en fait, là, de pouvoir le lire devrait faire l'effort, en fait, là, de consulter là, ce livre-là. Puis dis-moi, Pascal, comment tu vois l'avenir, mettons, avec tout ce que tu sais maintenant, puis euh, euh, avec, tu sais, es quand même impliqué là, dans le domaine du diabète. Donc, comment tu vois l'avenir comment tu vois la suite, ouais? Ben, pour moi, j'aimerais citer le premier spécialiste du diabète aux États-Unis, qui s'appelait Elliot P. Joslin. Puis lui, il disait que le diabète, qui en sait le plus, vivra le plus vieux. Donc, pour moi, c'est le partage du savoir. Et c'est pour ça que je suis content que la QDT1 va faire un comité pour un partage pour les pairs ensemble. Donc, pour moi, c'est important. C'est de partager l'information. Puis on pourra peut-être le mettre dans les notes les commentaires dans le plus bas sur YouTube. Mais j'ai participé au sommet sur la santé métabolique au mois de juin. Donc, j'ai fait une présentation sur mon approche, puis un petit peu la science qui appuie ça. Donc, cette présentation-là, elle est gratuite si les gens s'inscrivent. Puis j'ai également participé au premier symposium sur la santé métabolique qui a traité du diabète de type 1 en janvier dernier, qui a eu lieu à Boca Raton, en Floride. Puis les organisateurs ils ont tellement été touchés par la cause des diabétiques de type 1 ils ont décidé d'offrir tout le contenu relié au diabète de type 1 gratuitement sur une playlist sur YouTube. Et ceux qui ne parlent pas anglais, à cette heure, avec l'intelligence artificielle, bien, on peut mettre la traduction automatique des sous-titres. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, le but, c'était des médecins diabétiques, des professionnels de la santé qui ont traité de divers sujets qui touchent le diabète de type 1. Donc, moi, je pense que l'avenir est prometteur avec une association comme la QDT1 et aussi les technologies. Je pense que les pompes en boucle fermée, même si je prends des injections, c'est un petit peu vieux jeu, mais ça allait être beaucoup de diabétiques. Et donc, je pense que j'espère que notre gouvernement va rendre ça accessible pour tous les diabétiques et non pour ceux-là de 18 ans et moins parce que ça enlève une grosse partie de la charge mentale. Donc, pas de montagne russe, ça diminue la charge mentale, mais avoir une pompe qui prévient les hypoglycémies la nuit, ben, on dort beaucoup mieux si on n'a pas la crainte d'une hypoglycémie la nuit. Pour moi, l'avenir n'a jamais été aussi reluisant pour le diabète de type 1. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Puis en fait, j'ai le goût de t'entendre sur un truc euh, ben, que je pense qui est important. Tu en as parlé un petit peu par rapport à la communauté. Donc, d'après toi, en fait, qu'est-ce que ça fait justement d'avoir une association comme la nôtre, d'avoir une communauté en fait qui est active, puis l'échange des informations, puis tout ça entre nous, qu'est-ce que ça change en fait dans la gestion du diabète ou pour chaque personne individuellement? Ben, on sent, vu que c'est comme la QDT1, c'est par des diabétiques de type 1 pour des diabétiques de type 1. Donc, on se sent écouté, on se sent compris. Puis, j'ai remarqué, ça fait plusieurs fois que je participe à des réunions de la QDT1, puis il y a comme un beau buzz quand les types 1 qui se rencontrent. Puis, peu importe qu'on mange riche en glucides, faible en glucides, vegan, carnivore, peu importe l'approche qu'on a, parce qu'il doit y avoir autant de façons de gérer le diabète qu'il y a de diabétiques de type 1 sur la planète, mais c'est vraiment valorisant. Puis même à Boca Raton, quand j'ai fait le sommet, c'était super intéressant. Puis il y a des gens qui ont écouté ça en ligne. L'autre jour, il y a une madame de la Suède qui m'a écrit, qui disait qu'elle était contente. Donc, c'est merveilleux. Puis comme on a eu notre souper de Noël l'année passée, ça a été agréable on fait des activités, puis on échange. On ne fait pas juste parler de diabète, c'est juste qu'on se sent compris, on se sent épaulé, puis on sent qu'on a notre place dans ces regroupements-là. Je trouve ça vraiment agréable. Fait que ça nous permet d'aller plus loin ensemble par rapport à tout ça. Donc, ben écoute, Pascal, merci merci pour ce temps-là que tu m'as accordé. Merci pour toutes ces belles informations-là qui vont être disponibles pour les gens qui vont l'écouter. Les liens, en fait, qu'on a discutés vont être sur le truc de YouTube. Il va aussi être sur Facebook, en fait, là, sur la publication, là, quand on va vous le présenter
quand on va vous le présenter. Puis à ce moment-là, ben, ça va vous permettre de pouvoir les consulter. Donc, en finissant, Pascal, dis-moi, je te donne le mot de la fin. Donc, qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Question d'inspirer, motiver les gens à continuer de bien gérer ou en tout cas d'améliorer la gestion de leur glycémie? Ben, moi, je dirais de ne pas hésiter à communiquer, d'aller, parce qu'on a tendance à ne pas vouloir déranger avec notre diabète de type 1, puis on s'isole, on ne veut pas trop que ça paraisse. Puis, moi, je dirais de joindre les groupes, de joindre la QDT1, de trouver des mentorats, des mentors, de parler. Ça fait du bien de parler de notre situation. Puis des fois, des petits trucs ici et là, sans donner de conseil médical. Je pense que c'est Anthony Robbins, un grand motivateur, qui disait, si tu veux changer des choses, tiens-toi avec 5 personnes avec qui tu veux ressembler. Donc, on apprend à devenir meilleur ensemble. C'est pour ça que j'aime aussi le slogan de la QDT1. Donc, je dirais, il faut se réunir, puis de partager nos expériences. C'est comme ça qu'on peut faire sortir notre maladie de l'ombre, puis aussi de mieux la faire connaître pour que les gens la comprennent, c'est quoi la réalité de vivre avec le diabète de type 1. Puis la vie avec le type 1, ben, ça peut être merveilleux. Je vois beaucoup les posts de Jonathan aussi, c'est super inspirant. Donc, c'est ça le mot de la fin. Ben, merci beaucoup, Pascal. Merci du temps que tu m'as accordé. Donc, là-dessus, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite dans tous tes projets parce que justement, le livre s'en vient, là, tu m'en as parlé, puis toutes les autres choses dans lesquelles tu participes. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, ben, à ce moment-là, on vous souhaite beaucoup de succès également dans la gestion de votre glycémie. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, puis Pascal pourra les consulter et y répondre ou on pourra lui faire parvenir. Donc, merci à ceux et celles qui l'écouteront. N'oubliez pas de partager, de liker, ça nous aide à pouvoir être vus de façon plus importante. Donc, bonne fin de journée à tout le monde, bon succès et on se revoit la semaine prochaine. Bye. Jonathan, bye.